Salut la commu, c'est Cheese Time. Bienvenue dans Ça tourne pas rond, une nouvelle émission que je vais avoir le plaisir d'animer avec Antonius. Salut Antonius. Salut Gaël, comment ça va? Ça va très bien, merci. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu cette nouvelle émission? Bien sûr. Donc cette nouvelle émission qu'on va vous présenter, on prévoit de s'en occuper en off-saison uniquement. On laisse aux professionnels les émissions pendant la saison. Chez nous, vous n'aurez pas d'analyse technique sur les matchs, sur les joueurs, sur la fantasy, pas de conseils pour bien drafter, pas de conseils pour bien équilibrer des offres de trade, pas de ça chez nous. Nous, on va plutôt s'occuper des managers fantasy, partager avec eux leurs expériences, leur façon de jouer ou de déjouer, leurs meilleures et surtout leurs pires décisions, parce que nous, ce qu'on préfère, c'est quand même le pire. Ah, c'est pas faux. Voilà, c'est carré. Bon, sans plus attendre, on va pouvoir introduire notre invité. Cette semaine, on va avoir le plaisir de cuisiner quelqu'un qu'on n'a presque jamais entendu, je pense. Il s'agit de Pierrot38. Salut Pierrot, comment ça va? Bonsoir messieurs, merci beaucoup pour l'invitation. Longue vie à votre nouveau projet qui a l'air bien sympathique et je suis ravi d'être avec vous pour cette première pour parler fantasy et NFL. C'est un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup Pierrot, c'est vraiment un grand honneur pour nous que tu aies accepté l'invitation. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, comme ça on va gagner du temps. Dis-moi, comment est-ce que tu es tombé dans la NFL? Comment ça t'est tombé dessus? Alors, je pense que moi j'ai 50 ans, j'habite en Isère et comme beaucoup de gens de ma génération, je pense que j'ai découvert ce sport grâce à un joueur qui n'est pas un joueur de foot américain, mais un basketteur. Il s'appelle Michael Jordan. Et c'est en traînant chez des potes quand j'étais ado qui avaient Canal que j'ai découvert la NBA et l'émission Edit Time. Et j'étais littéralement fasciné par ce que je voyais. Ça a déclenché chez moi quelque chose que j'ai même du mal à expliquer. Et après Edit Time, il y avait de la NFL et je comprenais absolument rien à ce que je voyais à la télé, mais c'était plus fort que moi, j'étais obligé de regarder tout le temps. Et ensuite, c'est très vite les premiers Super Bowl enregistrés sur des cassettes VHS, récupérés le mardi ou le mercredi. Et voilà, et ensuite, c'est devenu vraiment une passion au fil des années avec plein de choses à raconter là-dessus parce que c'était très difficile dans les années 90, début 2000 de regarder de la NFL en France. Et c'était une vraie galère et je trouve qu'aujourd'hui on a beaucoup de chance d'avoir les réseaux sociaux et Internet et Beansport et Touchdown Actu et d'autres médias qui me permettent de vivre ma passion à fond. Donc voilà. C'est sûr que ça a beaucoup aidé à développer le sport américain, ça on est entièrement d'accord. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, il fallait vraiment être précurseur pour s'intéresser à ce type de sport-là parce que en Europe, on n'était pas très ouvert de ce que je me rappelle sur tout ce qui était sport. Surtout à cette époque-là, même les footballeurs réguliers, les soccer et les joueurs de soccer n'étaient pas vraiment super bien populaires à cette époque-là, à part par l'équipe du dimanche. Mais sinon, quand tu posais la question à quelqu'un de lambda dans la rue, le sportif en général n'était pas super bien vu. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Exactement. Du coup, Pierrot, merci pour cette petite présentation qui remonte effectivement un petit peu loin. Donc on va s'intéresser à de la NFL un petit peu plus moderne, plutôt actuellement. Est-ce que tu as un rituel particulier pour regarder les matchs, sur le fait d'être avec des personnes, sur le fait d'avoir un plateau repas particulier, que sais-je encore? Gourmand. Non, moi j'ai pas de rituel particulier. Par contre, ça me prend un temps monstrueux parce que je regarde tout. Le match du jeudi soir que je regarde le vendredi après-midi en replay. Le dimanche soir à 19h, faut m'oublier. Un téléphone, il peut sonner, je réponds pas. Je n'ai absolument pas de vie sociale à ce moment-là de ma vie. Et je remercie d'ailleurs ma femme et mon fils parce que je leur inflige des trucs pas possibles. La télé, le dimanche soir, c'est pour moi. Et je regarde le maximum parce que la période, en fait, elle est très courte. Donc, je bouffe foot américain de septembre à janvier jusqu'à l'indigestion, j'ai envie de dire presque, quoi. Est-ce que tu es plutôt red zone ou match entier, full game? Ouais, je trouve que vraiment, il y a des gens qui dépriment le dimanche soir parce qu'il faut rattaquer le boulot lundi matin. Moi, la red zone, le dimanche soir à 19h sur Bein, c'est pépite, là. C'est ces moments pour moi où je kiffe ça de fou, quoi. Un petit coup d'œil sur les résultats de la fantasy en même temps. Un petit tour sur X pour parler avec les copains. Et non, c'est le moment sacré. C'est même le plus difficile pour moi, c'est de regarder l'heure qui passe et de dire, il faut que j'aille me coucher parce que le lendemain, le réveil, le réveil sonne à 5 heures. Donc c'est plus dur, c'est la frustration presque, quoi. Mais non, pas de rituel particulier, mais j'adore ça. C'est un moment que j'adore le dimanche soir dans la red zone.
c'est sacré. Du coup, question, tu devras avoir une réponse. Enfin, je pense connaître ta réponse. Si la NFL tombe un soir de Noël, Red Zone ou Réveillon? Ça, c'est arrivé, je crois, l'année dernière, quoi. J'ai de la chance, c'est souvent à la maison, donc c'est télé, et puis on fait quand même le réveillon, on check un peu les deux, quoi. Ou alors, ça m'est souvent aussi d'arriver d'enregistrer les matchs et de les regarder, genre le 24 à 2h du matin, tu vois, en pleine digestion. Si vraiment c'est pas possible, quoi. Quand Antoine m'a posé cette question, je lui ai dit la même chose. Moi, j'essaie de faire les deux en même temps. Donc pas de somnifère dans la bûche pour envoyer tout le monde se coucher, quoi. Non, j'en suis pas là. Non, mais on pourrait, hein. On pourrait. Justement, est-ce que tu m'as dit que tu imposais ça à ta famille, mais est-ce que tu regardes avec les membres de ta famille? Est-ce que ton fils, par exemple? J'ai un ado à la maison qui a 15 ans. Donc il regarde un petit peu avec moi. En tout cas, il s'intéresse, que ce soit ma femme ou mon fils, il s'intéresse à la NFL, mais il ne regarde pas les matchs. Par contre, on a regardé beaucoup de documentaires sur Netflix. Tu vois, dès que ça parle, je sais pas, il y avait un truc QB1, je sais pas comment ça s'appelait et tout, ou même des séries comme Friday Night Lights ou un film sur le foot américain. Ça, ils sont très demandeurs de ça, il y a pas de problème. Mais ils ne vont pas regarder les matchs avec moi. Par contre, le lundi soir à table, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait les Packers? Ça a gagné, ça a perdu, ils en sont où? Donc voilà, de toute façon, je les saoule avec ça, donc ils ont même pas trop le choix de. Ça fait partie des discussions qu'on a, mais ils ne regardent pas les matchs avec moi. Bien sûr, mais c'est cool. C'est cool. Bah oui, bien sûr, c'est cool. Et puis là, on a vraiment le projet de monter, par exemple, tous les trois à Paris, voir les scènes. C'est vraiment un truc qu'on a envie de faire. Et là, ils sont même demandeurs, quoi. Ah, c'est un spectacle à voir. Moi, j'ai eu la chance de le voir comme Antoine, mais... Faut que je fasse ça dans la vie, obligé. Si je peux recommander une chose, mais c'est simplement mon opinion, après vous donnerez la vôtre, bien sûr, mais moi j'ai toujours voulu voir un sport américain dans son contexte américain. C'est-à-dire que de voir un match de NBA, à Paris, par exemple, moi, c'est moins attirant pour moi, parce que j'ai pas l'impression d'avoir ce côté plus traditionnel d'aller au stade et de voir un petit peu tout ce qui se passe autour du stade. Non, mais alors effectivement, tu as plutôt raison. C'est-à-dire que quand tu es un match, que ce soit NBA ou NFL, en France ou en Allemagne ou en Angleterre, ça va être un spectacle parce que tu as tous les fans de la région qui vont appliquer. Quand tu vas au stade pour l'avoir fait, moi j'ai eu la chance de voir un match de NFL. Alors je connaissais pas les équipes que j'allais voir à l'époque, mais c'était un vrai spectacle sur le terrain, en dehors du terrain, dans les tribunes, dans le stade en lui-même. Mais quand t'allais chercher un refill de bière ou de soda ou un burger ou je ne sais quoi, même dans les travées du stade, il se passe quelque chose. Donc la NFL au Stade de France, ce sera sûrement formidable. Par contre, dans un vrai stade NFL, c'est quelque chose à faire. C'est une expérience. Me semble-t-il. Moi, je suis d'accord, mais moi, j'ai 50 balais. Aujourd'hui, il y aura un match de foot de NFL en France en 2026. Pour moi, c'était inimaginable il y a encore 2-3 ans, quoi. Je trouve ça complètement dingue. Pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible, quoi. Je suis pas trop fan de l'avion, je parle pas forcément bien anglais. C'est un truc que jamais j'aurais imaginé dans ma vie. Et je trouve quand même que la NFL sont assez précurseurs sur ce genre de truc. Ils ont bien compris que le marché européen était attirant pour eux. Et je vais pouvoir réaliser un rêve que je pense que j'aurais jamais fait autrement. Donc c'est certain, le Stade de France, je suis d'accord avec vous, c'est certainement pas le meilleur endroit pour faire de la NFL. Mais je vais quand même tout faire pour y aller. Non, on critique pas le fait que ça soit et que tu y ailles et que tu veuilles y aller. Au contraire, justement. C'est juste que ça doit te donner l'avant-goût et après peut-être vouloir passer l'étape d'après. C'est ça que je veux dire. Par exemple, aller à Lambeau, ça pourrait être quelque chose de vraiment... Moi, personnellement, c'est sur ma bucket list. Ah ouais, c'est sûr. Puis si t'aimes pas l'avion, vas-y en bateau. Ça va être long. C'est un peu plus long, mais quand on aime, on ne compte pas vraiment. Tout à fait. Dis-moi, Pierrot, est-ce que tu trouves que quand tu regardes la télé, par exemple, tu dois regarder uniquement beIN Sport ou tu t'intéresses un petit peu aux médias américains? Non, je regarde essentiellement beIN Sport. Après, je vais pas mentir, hein, il y a la Red Zone à la télé et sur mon PC, il y a un stream un peu pas très légal sur les Packers quand ils jouent, ou même un autre match, mais c'est beaucoup... Oui, c'est beIN Sport essentiellement, quoi. Ok, et est-ce que tu trouves qu'il y a une équipe qui est vraiment trop mise en avant par les médias, une équipe surcotée, par exemple, que tu trouves?
mal, là. On a bouffé des chiffres. Non, ça c'est pour faire plaisir à Antonius, ça. Je vois pas de quoi tu parles. Je trouve que c'est plutôt, c'est plutôt logique, je trouve, la diffusion qu'ils font, quoi. C'est pas fair play, ça, monsieur Gaël. T'as un peu parlé des Packers à 2-3 occasions, donc on sait que c'est l'équipe de cœur que tu suis. Pourquoi les Packers? Est-ce qu'il y a une raison particulière liée à l'équipe, liée à la ville, liée à un joueur ou... Il y a tout ça. Hein. Pour moi, c'est 2008. Hein. C'est un Giants Packers en finale de conférence. Un match qu'on perd. Époque Eli Manning, Brett Favre. Et malgré la défaite, je sais que c'est eux. Je sais que c'est eux parce que petit marché. Je sais que c'est eux parce qu'il y a le côté entre guillemets socios. Il y a la trilogie des quarterbacks, hein, Starr, Favre, Rodgers. Et puis voilà, et puis ça s'explique pas. Au bout d'un moment, c'est là que c'est les meilleurs souvenirs. Ça prend beaucoup trop de place dans ma vie, j'en ai bien conscience, mais c'est une passion, donc ma foi, je fais de mal à personne, quoi. Est-ce que tu as toujours été fan des Packers le Day One ou tu as pris un peu de temps pour vraiment analyser les équipes? Pas vraiment Day One, parce que moi, mes premiers souvenirs de NFL, mais ça va peut-être pas vous parler, parce que vous êtes plus jeune que moi, mais c'est Steve Young, c'est Jerry Rice, c'est Troy Aikman, c'est Emmitt Smith, donc c'est plutôt Niners Cowboys. C'est les premiers vraiment Super Bowl que je regarde. Un petit peu les Bills avec Jim Kelly. Mais non, depuis, après, c'est très vite les Packers, c'est l'époque Brett Favre, quoi. Ok, je connais pas grand-chose, mais les noms que tu as donnés, j'en connais quand même plusieurs. Ouais. Hey, Toshiba, là-bas! En tout cas, c'est intéressant que tu deviennes fan d'une équipe en regardant une défaite. Pour avoir entendu plusieurs fois des fans parler de leur équipe, quelle qu'elle soit, c'était plutôt dans le cas des fans des Packers, ce que j'entends souvent, c'est une victoire au Super Bowl. D'ailleurs, pas que pour les fans des Packers. Et il y a eu aussi ça. Voilà. Et toi, c'est la défaite en finale de conférence. Je trouve ça assez intéressant. Ouais. Je peux pas vraiment l'expliquer. Hein. Je sais que c'est un match où c'est la Frozen Tundra. Hein. Il doit faire moins 40. Et je sais pas, il y a tout qui me plaît là-dedans. En plus, on perd 23-20. Ça joue à rien. Et je sais que c'est eux. Et j'ai toujours même du mal à me l'expliquer aujourd'hui, quoi. Est-ce que la couleur, vous avez ce point commun avec Antonius, est-ce que la couleur des Packers fait en sorte que ça t'a aiguillé vers eux? Je sais pas, la couleur. J'aime bien la couleur. Non, je dirais pas. Non, je pense pas vraiment. Je pense pas vraiment. Je suis supporter stéphanois en plus, donc le vert, ça me parle. Ah, écoute, merci d'être venu pour cette émission. On va te quitter. Merci. Voilà. Ça fut bien. On se revoit la semaine prochaine. Le but, c'était de faire une deuxième émission quand même. Tu vois, je suis pas sectaire, je parle avec des Lyonnais. Ouais, c'est ça, moi je suis Aïe. Mais là, on est quand même proches tous, hein, parce que, si on peut le dire, toi, tu habites en Isère. Moi, je viens de l'Isère aussi, donc c'est ça qui nous a rapprochés, en fait, c'est les Packers et l'Isère. Tout à fait. Donc, je trouvais ça marrant. Puis, Antonius, il est pas très loin de nous non plus, donc... c'est ça qui est cool, c'est que peut-être un jour, la fantasy va faire en sorte qu'on va pouvoir se rencontrer, et ça serait vraiment cool. D'ailleurs, justement, maintenant, on va parler de fantasy. On est là pour ça. Quand est-ce que tu es venu à la fantasy et quand est-ce et comment tu y es venu, en fait, tout simplement? Alors, moi, c'est très tard, en fait, la fantasy. Ça fait que 4 ou 5 ans que je joue. Et la petite anecdote, c'est que je suis tellement fan de NFL que j'écoutais des podcasts de fantasy sans y jouer. Et fait, oui, c'est assez récent, ça fait 4-5 ans, et c'est comme ça, hein, c'est entraînant sur X avec l'ami El Borico, qui m'a dit, t'es fan des Packers, moi j'ai envie d'une fantasy, et je me rappellerai, je lui dis, mais j'y connais rien, mon gars, puis je suis pas trop joueur, donc c'était pas vraiment le truc naturellement vers lequel je serais allé, mais j'en entendais parler, donc ça titillait ma curiosité, on va dire, quoi. Et puis, du coup, je me rappellerai toujours ma première draft où ça faisait longtemps, je m'étais renseigné, mais ça me paraissait surréaliste. Et très vite, j'en ai eu une deuxième avec les copains des Packers, et puis 3, puis 4, puis 5, puis après, c'est très addictif, hein, moi je le reconnais tout à fait, quoi, ce truc, quoi, c'est vraiment très prenant. Puis encore une fois, ça m'a permis de découvrir la NFL d'une autre manière, par le côté plus statistique, que je maîtrisais pas forcément, en fait, quoi, parce que ça compte aussi, quoi. Donc voilà, donc j'ai commencé comme ça, il y a 4-5 ans, et commençant avec 2 ligues, aujourd'hui j'en ai avoir une quinzaine, sans compter les pick-em, les survivors, j'ai essayé la guillotine l'année dernière,
L'année prochaine, il y a un gars des CEOs qui a envoyé plein de nouveaux formats et je vais tester un format capitaine où c'est-à-dire que chaque semaine, tu devras désigner un joueur qui est ton capitaine et qui peut multiplier ses points par 2. Je trouve ça génial en fait. Ça m'éclate. C'est vraiment le côté jeu qui m'éclate. Je trouve ça très intéressant. Ouais, j'ai jamais entendu parler de ce format-là, donc c'est vrai que c'est super intéressant. Moi, j'essaie d'éviter un peu les formats un peu complexes comme ça, dans le sens où pour moi, c'est juste 2 ans que je joue en fantasy, donc j'essaie vraiment de limiter mes ligues pour vraiment maîtriser ce que je veux maîtriser déjà, pour ensuite aller vers d'autres ligues un petit peu plus exotiques comme ça. Mais je trouve que l'idée est vraiment marrante, effectivement. Écoute, c'est assez magnifique parce que je vois que tu fais comme tout le monde. Tu commences avec une ligue et assez vite tu deviens un drogué. Tu parlais de tes débuts en fantasy. Il se trouve que tes débuts en fantasy, si c'était avec un certain El Bourrico, il se trouve qu'on a fait la même ligue pour commencer. Une certaine ligue qui est pas la seule qu'on a fait ensemble. Je vais te laisser en parler. Oui, c'est ma première ligue, donc j'y tiens particulièrement. Hein. Du coup, ça marque forcément, quoi. Et voilà, j'ai essayé d'appliquer quelques conseils pris à droite et à gauche, en particulier le fait de multiplier les ligues et du coup de multiplier les joueurs différents à la draft. Je trouve que c'est ce qui rend le truc assez fun, en fait, quoi. D'avoir le maximum de joueurs différents à gérer dans les différentes ligues. J'ai testé aussi un format que j'aime bien, un 100% défense, IDP. Voilà, que je trouve très intéressant aussi. J'aime beaucoup le côté dynastie. Je trouve que c'est vachement plus prenant que les redrafts classiques en ce qui me concerne. Je suis, je pense, le mec qui ne trade pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un trade, j'ai l'impression de me faire avoir. Donc, je ne trade pas. C'est très simple. Alors, vraiment, je demande des conseils à droite et à gauche pour être bien sûr de pas me faire avoir. Et voilà. Mais, voilà, non, mais je trouve, tout est très excitant dans ce jeu, quoi. La draft du mois d'août, ça sent bon la NFL. Et je me prends pas la tête, mais par contre quand je décide quand je joue à la fantasy, je joue de façon sérieuse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je m'engage dans la fantasy, je suis présent, je fais mes line-up, je contrôle mes joueurs blessés, j'ai mes petits rituels qui commencent le mardi avec le waiver, puis je fais un petit tour de mes ligues le jeudi matin et j'écoute les ballers le plus possible pour avoir des conseils. Je fais ça sérieusement, sans me prendre la tête. En fait, peu importe le résultat, ce qui m'intéresse beaucoup par contre, c'est essayer de choisir les bons joueurs dans ton équipe en fonction des match-ups. Et je trouve ça très intéressant, mais il y a pas, bien sûr, on préfère tous gagner que de perdre. Je trouve que c'est logique. Il y a pas de frustration de perdre, parce que ça reste un jeu où finalement le facteur chance est quand même assez présent et où tu as autant de chances de gagner que de perdre, j'ai envie de dire. Donc, t'as plus de chances de perdre que de gagner. Dis-moi. Tout à fait. La preuve, j'ai jamais réussi à gagner une seule ligue en 50 fantasy, alors j'en ai plus d'une dizaine. Bah c'est ça, je voulais savoir si tu avais un bon rating, une bonne moyenne au bâton, comme on dit, sur tes ligues. Non, petite anecdote, l'année dernière, je crois que je fais 7 demi-finales, je les perds les 7. Voilà. Donc, ça, tu vois, c'est réglé. Mais c'est pas bien grave. Mais dis-toi que t'as pas connu la déception de perdre en finale. Et ça fait mal. Non, et là j'ai forcément pensé à toi. Ouais, merci les gars. Mais c'était pas ma première défaite en finale. J'ai commencé la fantasy en mode redraft avec Alex Locke de la commu des Packers. Ouais, bien sûr. Des Packers. Et, c'était sur l'application têtes de fromage. NFL. Non, à l'époque c'était juste la sienne. Je pense pas que c'était tête de fromage. Ah si, c'était tête de fromage. T'as raison. Excuse-moi. Ok. Et c'était sur l'application NFL Fantasy. Et j'ai commencé par ça, et dès ma première saison, alors là, je vous avoue, je connaissais aucun joueur, vraiment très 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 peu, quelques quarterbacks, mais that's it. Et je suis allé en finale cette année-là, et j'ai perdu. Et l'année d'après, j'ai commencé ma première dynastie avec Anthony, justement, avec les Fantasy Ballers. Mais je connaissais pas du tout les Fantasy Ballers au moment où j'ai commencé ma première ligue. Par exemple, est-ce que toi, quand tu as commencé, tu avais déjà écouté les Fantasy Ballers avant ? Pas du tout. Non, les ballers, je les écoute depuis 3 ans. Enfin, je sais pas, depuis que leur podcast existe, quoi. Mais enfin, je trouve qu'ils font un travail remarquable, hein. Attention, que ce soit le 2016. lundi, le débrief, le warm-up le dimanche. Enfin, je trouve ça, le mercredi, il y a une émission qui résume les résultats et tout. Je trouve ça vraiment très sympa. Mais je rajouterais quand même une chose, c'est que pour moi, la fantasy, c'est surtout
un accès pour pouvoir discuter avec d'autres gens qui partagent ma passion de la NFL. En fait, je pense que c'est le plus important. J'ai rencontré des gens que je verrai certainement jamais dans ma vie, mais on se parle de façon assez régulière. Je pense que le bon exemple, Yael, par exemple, quoi. Et voilà, et c'est ce que je recherche avant tout, c'est pouvoir discuter de ça, parce que moi, dans mon entourage, il y a personne qui s'intéresse à la NFL, encore moins à la fantasy. Je me sens un peu seul dans mon monde. Donc, je trouve ça vraiment très sympa. Puis, je trouve que la communauté est plutôt cool. Donc, génial, c'est ce que j'apprécie le plus. Ce qui est marrant, c'est que je partage totalement ce que tu dis sur le fait de pas avoir forcément dans l'entourage soit de la famille, soit des amis qui partagent la NFL, la fantasy. Et c'est vrai que la ligue des bras cassés, on se retrouve tous dans un groupe Twitter. C'est génial. Et donc au-delà des discussions fantasy, c'est vrai qu'on passe peut-être un peu nos red zones à raconter 2-3 conneries. J'avoue que ça permet, et j'ai l'impression que c'est le cas pour toute la fine équipe, de s'immerger encore un peu plus dans le sujet. T'as l'impression d'être sur un canapé avec 5-6 potes, et puis tu vibres ensemble. On n'a pas forcément les mêmes préférences d'équipe ou de joueurs ou de stratégie de match, mais on vibre ensemble en racontant des conneries, et c'est très agréable. Ouais, j'ai participé à cette ligue 2 ans, pour l'année 2 et l'année 3, il me semble, ou l'année 3 et 4, je me souviens plus. Et je l'ai quitté, pas parce que j'aimais pas les gens, au contraire, je les adore et j'ai encore beaucoup de contacts. La preuve, vous êtes encore là avec moi ce soir, mais je l'ai quitté simplement parce que c'était un mode redraft. Et j'ai décidé d'arrêter toutes mes redrafts, à part vraiment les trucs importants, genre le trophée FB. Parce que je partage beaucoup de ligues avec vous, et moi j'ai vraiment plus préféré le format Dynasty. Alors c'est pour ça que j'ai quitté vraiment cette ligue-là, simplement parce que justement je voulais me concentrer sur mes ligues et je voulais essayer de gagner. Et au final, j'ai pas gagné les ligues que je voulais. Donc je regrette un peu, mais bon, mais enfin, on est toujours en contact. La fantasy, ça fait quand même faire des choses assez hallucinantes. Parce que moi, je me suis retrouvé, par exemple, à un match de Coupe du Monde de rugby à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard, un dimanche soir à 18h, en train sur mon téléphone de faire mon line-up entouré de Portugais qui étaient bien abîmés, bien chauds, on va dire, quoi. Génial. Et ça reste des super souvenirs, du coup. Ou par exemple, de faire des drafts le 15 août, avec quelques verres de rosé en trop à 2h du matin pour pas faire ralentir le truc, quoi. Donc voilà, ça me fait beaucoup rire tout ça, en fait, quoi. Est-ce que tu es actif durant les drafts? Est-ce que tu es quelqu'un qui va vouloir optimiser le temps, c'est-à-dire utiliser par exemple les 4 ou 8 heures que tu as sur une draft pour pouvoir vraiment évaluer, puis voir si tu as des offres de trade, voir si tu as... Est-ce que tu veux changer, ou alors tu vas juste focuser sur ta stratégie et puis tu vas aller chercher ce que tu as besoin à cette site? C'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure. Je fais ça sérieusement sans me prendre au sérieux. Donc quand ça draft, que ce soit quand c'est en slow draft, j'essaye quand même d'être actif dans le sens où je prépare mes picks à l'avance. Et d'ailleurs, je pense que c'est une de mes faiblesses. Je pense que comme beaucoup, moi j'ai plutôt tendance à regarder les classements du coup et à piquer en fonction de ça. Et j'essaye justement de progresser par rapport à ça, de me dire non mais attends, en fait va pas chercher ce joueur-là, va chercher celui-là parce que peut-être que je l'aime plus ou je crois plus en celui l'année prochaine. Mais j'avoue que c'est peut-être encore là où je dois m'améliorer, par exemple, quoi. On a vite tendance à se réfugier dans le classement, on dit je prends pas de risque donc je prends ce joueur parce que c'est le mieux noté. Donc non, j'essaie plutôt d'être actif dans le sens où en tout cas j'aime pas faire ralentir le jeu. Donc quand c'est à moi de drafter, je suis présent. Enfin, j'essaye en tout cas le plus possible. C'est bien. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Je voulais dire tu disais tout à l'heure que tu avais plusieurs ligues. On en partage 3 de mémoire ensemble. Oui, tout à fait. Avec notamment la ligue barbecue du trophée SB. Tout à fait. Que tu vas quitter puisque tu m'as battu au match pour la 3e place. Je savais pas que tu étais dans un barbecue. Ah si. Ça fait pourtant une saison ou deux? j'avais tout fait quand même pour te laisser monter, mais t'as même pas réussi cet exploit-là, alors je pense qu'on avait des scores minables tous les deux. C'était assez le fun, je dirais. Ouais, j'ai fait un peu d'huile parce que moi je sentais que j'allais pas y rester, et finalement j'ai perdu, tout va bien. Affaire mener.
L'an prochain, il faudra que je drafte des moins bons joueurs pour moins stressé. Mais justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure avec Gaël notamment aussi, où tu retrouves t'as des joueurs que potentiellement tu peux retrouver dans plusieurs ligues. Est-ce que, comme t'es de Saint-Etienne, c'est quelque chose, enfin fan de Saint-Etienne, c'est aussi quelque chose qui te parlera. Est-ce qu'il y a un joueur en fantasy, quand je dis joueur, un manager, qui serait ton rival, qui serait ton Olympique Lyonnais si t'étais l'AS Saint-Etienne? Ouais, Pika. Le joueur, parce que je vais préciser la question. Une saison où tout se passe mal, ton meilleur joueur se blesse, t'as un bilan merdique, t'enchaînes les déculottés, mais tu l'as battu lui et tu te dis bon, je l'ai battu lui. Ah, donc au moins la saison est sauve. Non. J'ai aucune animosité particulière avec aucun des joueurs que je rencontre. Non. Ça peut être une rivalité. Ça peut être une rivalité sans animosité. Moi, j'en ai une. Oui, tout à fait. Non, El Borico, parce que j'en ai marre qu'il me tape dans une dynastie qu'on a ensemble. Je crois que ça fait 3 fois qu'il me tape en finale ou en demi-finale. Donc, il faudrait qu'il arrive à le battre une fois, quoi. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Il faut qu'on change les règles. J'ai une équipe de porcasses et j'arrive jamais à le battre. Faut qu'on change les règles, il gagne trop souvent, ça m'énerve aussi. Et je suis bien d'accord avec toi. Et comme je suis co-commissionneur, on va régler le problème. Ah, t'as le bon et le mauvais commissionnaire, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis le bon et Bourrico, c'est le tricheur. Enfin, tu sais de quoi je parle. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris. Dis-moi, Pierrot, est-ce que pour maintenant que tu as un petit peu d'expérience dans les drafts, voilà, de bouteilles, ça fait quand même 5 ans que tu fais ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu établis maintenant une stratégie de draft avant ou juste au moment de commencer ta draft? Est-ce que tu établis une certaine stratégie par rapport au format, par rapport au pointage, par rapport à... Je suis plutôt un joueur qui prend pas beaucoup de risques, c'est-à-dire que moi j'utilise la technique assez classique, mais j'ai rien à cacher, plutôt de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que mes 3 premiers tours, je veux dire sur mes 5 premiers tours, faut mes 2 RB, faut mes 2 receveurs, et je vais chercher soit mon bon Titan, soit mon bon QB vers le 5e tour. Ça m'a souvent joué en défaveur, parce que je pense que j'ose pas assez en fait, quoi. Mais par exemple, j'ai beaucoup de mal à drafter un QB au premier tour ou dans les 2 premiers tours. Et le peu de fois que je l'ai fait, finalement, ça s'est avéré assez payant. Donc c'est vrai que ça remet pas mal de choses en cause, je trouve, quoi. Mais je joue plutôt soft, plutôt classique, quoi. T'es pas du genre à prendre un kicker au premier tour? Non. Non. Ou l'ami Dr Good qui draft systématiquement Brock Bowers à chacun de ses premiers pics. Je pense qu'il est assez connu dans la communauté, là. Je dis pas de bêtises. Et à chaque fois, lui, il prend Brock Bowers, c'est son premier pick, c'est Brock Bowers. Que ce soit en 1-0-1 ou en 1-12, c'est Brock Bowers. C'est marrant que tu parles de ça parce que il y a 2-3 jours de ça, j'ai fait un trade. On m'a envoyé une proposition de trade. C'était Amon-Ra que j'avais et on m'envoyait Brock Bowers. Et dans cette ligue-là, il y a le Dr. Good. Alors ma réflexion, c'est que vu que Bowers a 23 ans, c'est un tight end, la durée de vie est un petit peu plus longue, Amon-Ra, il a 26 ans. Je me dis qu'à partir de 28 ans, il devrait décliner apparemment, d'après les stats. Donc peut-être pas, mais après, il lui reste quoi, 3-4 ans pour être vraiment bon s'il ne se fait pas dépasser. Parce qu'il y a pas mal de monde qui parle de Jameson et ainsi de suite. Donc, je sais pas. Je sais pas si le move est bien, mais je me suis dit qu'au final, j'ai au moins un asset pour pouvoir faire un autre trade après avec le Dr. Good au minimum. Il le prendra. Demande cher. Non, mais alors, je comprends le fait que beaucoup de gens trouvent que les tight ends, ça soit pas assez fiable au niveau du scoring, mais par contre un joueur comme ça qui semble être vraiment générationnel, j'ai pas de problème à le prendre pour même si je perds mon WR1 que je trouvais vieillissant, moi j'ai pas de problème avec ça. Par contre si tu me proposes Kelsey, évidemment que je le ferai jamais. Bien sûr. Tu parlais un petit peu tout à l'heure déjà de ta façon de choisir les joueurs.
est-ce que le fait que des joueurs fassent partie des Packers, ça influence ton choix dans le sens je veux absolument en prendre un des Packers ou je refuse un joueur des Packers ou alors au contraire tu t'en fous complètement et tu prends au mieux? Plutôt la deuxième option, hein. J'ai pas trop envie de les prendre les joueurs des Packers, déjà parce que les receveurs c'est un bordel sans nom, hein, vu qu'ils sont 5 à pouvoir toucher la balle à chaque fois. Après cette année j'ai quand même pris Jacobs pas mal et puis Kraft que j'avais pas mal visé aussi. Ben oui, Tucker forcément et Jacobs qui ont encore vraiment fait les points. Non, j'ai plutôt pas fan de prendre des joueurs des Packers. C'est pas trop mon truc. Non. Parce que t'as pas confiance aux points qu'ils peuvent ramener ou t'as pas envie de stresser s'ils font un mauvais match Plutôt le fait que la deuxième truc que t'as dit là, ça me stresse de les voir jouer et je me dis bon, à la limite ils scorent en fantasy, je les ai pas, c'est pas grave, les Packers gagnent. Enfin, je suis un peu là-dedans, il y a un côté superstitieux, je l'avoue tout à fait, hein, il n'y a pas de problème avec ça. En fait, moi je trouve pas que ce soit de la superstition, pardon. Je trouve vraiment juste que tu as envie de regarder tes matchs des Packers tranquilles comme moi. J'évite les Packers absolument. Ou alors j'y allais avant sur les running backs parce qu'on se disait toujours, ok, c'est la valeur sûre en fantasy, ça devrait être le jeu au sol. Mais j'ai souvent été déçu. Donc j'adore nos joueurs, mais fantasy parlant, j'aime pas réellement les Packers. Est-ce que vous avez une équipe, que ce soit l'un ou l'autre, est-ce qu'il y a une équipe que vous fuyez absolument? Par exemple, nous, c'est les Packers, mais toi, Antoine, est-ce qu'il y a une équipe que tu fuis au niveau fantasy? Pas vraiment. Il y a des fois, je vais prendre un exemple. Pendant longtemps, en tout cas, tant qu'il y avait Belichick, entraîneur des Patriots, j'évitais les joueurs des Patriots parce que typiquement sur cette équipe, il changeait son plan de jeu et un coup, ils allaient te faire 40 points et après, pendant 5 matchs, ils allaient faire 0. Surtout pour les running backs, mais un peu les receveurs aussi. Donc, dans ces cas-là, tu te dis non, j'ai pas envie d'aller là-dessus. Après, j'ai pas de... Si, un peu les Chiefs. Si, un petit peu... Il a mis du temps à la sortir. Hein. Wow, c'est encore difficile. Hein. Et encore que c'est pas tout à fait vrai. Je vais pas aller chercher du Mahomes. Je vais pas aller chercher du Kelsey. Mais tu vois, du Harrison Butker, je l'ai eu dans plusieurs ligues, plusieurs années. Du Pacheco Pacheco, je l'ai eu dans une ligue ou deux. Rachi Rice, j'ai dû l'avoir une fois aussi. Donc, ils sont plutôt décevants au niveau fantasy. Je plaisante en disant pas les Chiefs, mais en fait, pas... Non, je m'interdis rien. Après, c'est plus sur les joueurs que les équipes. De dire, j'ai pas envie de tel joueur parce que je le sens pas ou... tu sens pas l'équipe Pierrot disait tout à l'heure qu'il aimait bien un peu la sécurité. Le joueur qui va te faire 40 matchs, 1 point, et puis 40 points, 1 match, pardon, et 0 la fois suivante. J'ai déjà eu du Gabe Davis, comme tout le monde. Ça me fait chier parce qu'à chaque fois, je le mets quand il fait 0. Donc, voilà. Moi, j'ai eu la chance de l'inverse. Après, non pas de... Pardon ? Moi, j'ai eu la chance, il y a 1 an ou 2 ans, il y a 2 ans, quand on était aux Bills, de le mettre à chaque fois qu'il performait et de le bench à chaque fois qu'il a... Mais c'est de la chance, hein, mais... Ah oui. Ben, pas moi. Alors, moi, j'ai fait l'inverse. Je lui ai apporté une valeur dans ma tête et j'ai essayé de le trade, mais personne n'en voulait. Et je comprenais pas. J'ai dit, regardez les gars, il fait des points. Oui, il fait des points. J'ai dû le drop. Une fois sur 2. Ouais, écoute. Mais quand je les drop, ma crainte, vois, c'était... C'est comme un DJ Moore pour moi, tu vois, c'est pareil, quoi. DJ Moore, je me suis tellement cassé la tête avec lui, quoi. À chaque fois que c'était il y a 2 ans, quoi. À chaque fois que je le mettais, il faisait vraiment que dalle, et puis tu le mettais pas, il faisait 2 touchdowns, enfin, il scorait quasiment la moitié de tes points de ta ligue. Donc j'y touche plus, ça, tu vois, les Pitman, j'y touche plus, il m'a trop déçu. Tu vois, des joueurs comme ça, j'ai plus entendre parler, quoi. Un peu rancunier. Non, mais au final, il a pas tort parce que moi, j'avais jamais eu DJ Moore. Et il y a pas mal de gens qui l'ont négligé cette année. Je l'ai récupéré en redraft. Et j'étais quand même assez déçu, moi aussi. Donc,
Bon. C'était pas sa meilleure saison. Non, Du mais il y coup, avait beaucoup de Pierrot, là, tu concurrence. évoqué quelques joueurs que tu avais bannis définitivement de ta carrière fantasy. Est-ce qu'à l'inverse, tu as des joueurs que tu as envie régulièrement chaque année d'aller récupérer? Ouais, j'aime bien les chercher, tu vois, genre dans les receveurs. Bah après, j'ai parlé des derniers tours parce que je pense que sur les premiers tours, on pique tous à peu près pareil, surtout quand tu joues avec des gars qui connaissent bien leur truc, quoi. Mais ouais, j'aime bien chercher un Juwan Jennings, par exemple, tu vois, un peu plus loin, ou un Alex Pierce, tu vois, qui m'a fait pas mal de points. Ah oui. Cette année, j'avais pas mal ciblé Diggs. C'était pas dégueulasse, je dois dire, par exemple. Ouais. Voilà, mais ça m'intéresse, tu vois, d'aller chercher les gars, tu vois, Jordan Mason, par exemple, que je suis souvent pris très très tard, qui quand Aaron Jones n'a pas joué a quand même été plutôt performant. Ça m'intéresse dans la draft. C'est ce côté essayer d'aller chercher les gars loin, alors que tu sais qu'ils ont quand même un potentiel de te rapporter des points, en tout cas sur une partie de la saison. Je trouve ça hyper intéressant pour le coup. Ouais, c'est la chasse à l'upside. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Oui, de toute façon, sur les premiers tours, tu prends aussi en fonction de ce que font les autres. Ouais. Exactement. Ouais, je pense que les stratégies rentrent vraiment en compte à partir après le tour 5. Vraiment, c'est là que ça joue. Selon moi. Ouais, par exemple, quand toi tu vas chercher Drake May en dernier QB dans le trophée FB, bah, je dis chapeau, hein, parce que moi c'est le genre de truc que j'aurais rêvé de faire, mais j'ai pas osé, quoi. Mais justement, c'est la toute première fois que je le faisais parce que je me suis fait connaître pour avoir une certaine stratégie et je me suis dit qu'à ce niveau-là, avec les gens qui étaient dans cette ligue-là, j'avais pas le choix de faire quelque chose de totalement différent. Et comme les gens s'attendaient à ce que je fasse n'importe quoi, je suis juste allé chercher leur script et je l'ai juste appliqué. Mais bon, c'était un effet de surprise, je l'aurai pas l'année prochaine. Faut que je trouve quelque chose d'autre. C'est sûr. Voilà. Si tu veux un effet de surprise, kicker au premier tour. Ah là, c'est sûr, ça déstabilise pas mal, ouais. Mais bon, je suis pas sûr des résultats. On l'a eu vu, Pierrot en est témoin, hein, en Ligue Bracasté. Je suis témoin. Mais c'était votre première année, non? C'était la toute première draft. Non, c'était pas la première année. C'était pas la première année. Moche. C'était peut-être pas la deuxième non plus. Ah si, peut-être, c'était peut-être la deuxième. Mais c'est l'occasion de faire un petit coucou, je pense qu'il nous écoutera, à l'ami Ananas Sweezy, qui déprime depuis 10 ans suite à la défaite de ses Falcons au Super Bowl. Et donc des fois il prend des kickers au premier tour, voilà. Ouais, la nostalgie s'est pas remis de Matt Ryan, je pense. Non. Dis-moi, Pierrot, est-ce que tu utilises des outils pour ta gestion de ligue? Par exemple, donc toi, tu es une personne qui fait très peu de trades, ou voire pas du tout. Mais admettons que je t'envoie une offre. Quelle est ta... Fais attention, si t'envoies une offre, c'est une arnaque. Non, c'est faux. Bien sûr que non. Non. Ça, c'était au tout début, je connaissais pas les valeurs des joueurs, et puis j'essayais de sonder aussi, de voir à qui je parle. Maintenant, Pierrot, je sais qui c'est, toi aussi je sais qui c'est, je vais pas perdre votre temps ni le mien, et puis j'ai pas envie de perdre votre amitié. Par contre, admettons que je t'envoie une offre et qu'elle est relativement fair de mon côté. Est-ce que tu vas aller consulter des sites spécialisés? Est-ce que tu vas juste te baser sur ta réflexion, sur ta vision? Je sais qu'il y en a certains qui ont l'œil du scout. Moi, j'ai aucune technique de foot, donc je peux pas le faire. Mais je vais sur certains sites. Est-ce que toi, c'est pareil? Alors, je tiens à préciser que des trades, j'en fais quand même, hein, ça n'a rien d'en faire. Je suis pas très sécure là-dessus. Oui, j'avais essayé d'utiliser des applis que j'avais entendu chez Ballers, mais franchement, c'était tout en anglais, je comprends rien. J'ai jamais compris comment ça marchait, donc j'ai dit que laisser tomber. Donc, honnêtement, je vais plus aller demander, enfin, d'abord, j'ai une réflexion personnelle sur le truc, et puis j'hésite pas à aller demander des conseils à droite et à gauche, si vraiment, une fois que j'ai fait ma proposition, tu vois, il y a des groupes WhatsApp où je discute avec des gars qui me disent, ouais, mais là, tu peux y aller, c'est bon, c'est cool, quoi. Et par exemple, dans la Ligue Dynasty, que j'ai avec les Packers, j'avais Bijan Robinson et l'ami Kevin Renaudet qui doit s'occuper des Niners, enfin qui est proche des Niners
qui fait le podcast des Niners, Salut. voulait absolument Bijan Robinson. Et du coup, c'est arrivé à un moment où, genre, il m'envoyait des trades tous les jours, un premier tour, un deuxième tour, et puis il est arrivé avec 2 premiers tours et un second tour. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible et tout, quoi. Je voulais pas le lâcher, Bijan, quoi. Et résultat, j'ai demandé à la Packers quelques conseils. Il m'a dit, non, mais là, t'es obligé de le balancer, c'est trop cher, en fait. Et bon, résultat, il vient de gagner cette année la Ligue avec Bijan Robinson. Et moi, bien sûr, j'ai pris Genty, qui n'a absolument rien fait. Avec son premier tour, j'ai pris Genty, qui n'a rien fait. Mais voilà, quoi. Et tu as encore son premier tour de l'année prochaine, enfin, de la draft qui s'en vient, Oui. c'est bien ça? J'ai le deuxième tour de 2026 et j'ai son premier tour de 2027. Donc ça c'est quand même cher. Au bout d'un moment, tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Mais je suis tellement pas à l'aise que j'étais quand même obligé de demander à des gars plus expérimentés que moi si c'était vraiment, si je pouvais le faire. Donc voilà. Je vais juste te donner ma vision, après je laisse parler Antoine, mais après ça tout dépend de comment tu as construit ton équipe. Par exemple, moi, Bijan, je l'ai eu dans une dynastie, où je l'ai pris en 1-3. Donc c'est hyper tôt pour un running back, mais j'ai construit toute mon équipe autour de lui. Donc pour moi, il a aucune valeur d'échange dans le sens où tu peux me proposer 2 first et 1 second, répartis sur 3 saisons, je le ferai pas parce que je sais pas ce que je peux avoir. L'exemple de Genty, c'est exactement ce que je veux dire, c'est que tu vas choper un joueur dont tu es super content, mais la valeur de ton trade, tu sais pas réellement ce que tu as eu au final parce que tu as échangé du futur avec ton Genty. Donc, et puis, tu as encore 2 autres joueurs à venir. Donc, peut-être que tu vas être gagnant sur du long terme. Mais si ta stratégie et ton équipe, elle est bonne pour du court terme, moi, je ne l'aurais pas fait. C'est simplement moi. Et comment mon équipe le format fantasy, le format dynastie est hyper intéressant, je trouve. Il y a ce côté long terme, il faut réfléchir, pas sur le... Enfin, voilà, je trouve ça génial, quoi. Ouais, c'est pas faux. Oui, et puis je sais pas si tu es, enfin, on en a un peu parlé avec Gaël quand on préparait aussi le programme dans les redrafts. Il y a, nous en tout cas, on le voit comme ça. Il y a un petit côté un peu frustrant à la fin de l'année. T'as construit ton équipe, bonne ou pas bonne, hein, mais t'as construit ton équipe, t'as tes joueurs, t'en es plus ou moins content. Et à la fin de la saison, bam, tu perds tout et saison d'après, tu repars feuille blanche. Est-ce que toi aussi, quand tu parles de dynastie, est-ce que tu as la même chose sur le redraft ou c'est d'autres raisons? Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Le format redraft, c'est un truc, tu vois, tu consommes et tu jettes, quoi. Tandis qu'à Dynasty, t'es obligé de réfléchir sur du plus long terme et enfin, je passe beaucoup plus de temps à réfléchir avec Dynasty qu'à mes redrafts pour le coup. Bon, une fois que t'as un draft est fait, en redraft, tu peux pas faire grand chose. Est-ce que tu gères tes bails? Les waivers et tout, mais au bout du compte, c'est quand même 50% du jeu, je pense, c'est ce qui se passe à la draft au moment des redrafts, quoi. Justement, au niveau de la redraft, je pense qu'il est hyper important et qui est décisif pour moi, c'est les bye week. Est-ce que tu y penses au moment où tu fais ta draft ou c'est vraiment, tu dis ok, je vais combler avec des agents libres au cas où ou pas? Non, ça rentre en compte au moment de la draft, forcément. Pas tout le temps, je dois dire. J'essaie de me concentrer sur les premiers tours. Et effectivement, je regarde que j'ai pas mes 3 receveurs en bye week au même moment. Excellent, c'est ce qu'il faut faire. C'est propre, c'est ça. Ouais, c'est ce que moi aussi j'essaye de faire. Et justement, la saison dernière, sur quelques redrafts, j'ai essayé un autre truc. Je me suis dit, je vais mettre mes meilleurs joueurs sur la même semaine de bye week. Et tant pis. Cette semaine-là, je prends une claque, mais j'aurais pu être titulaire sur tous les autres matchs. Super intéressant. Bon, est-ce que tu as été décimé par les blessures? Spoiler, ça s'est pas si bien passé que ça. Vous pouvez répéter la question? Est-ce que tu as été décimé par les blessures? Non, j'ai été décimé par la nullité de certains. On veut des noms. On veut des noms. Ils ont fait plusieurs bye week dans la saison. Ils étaient présents, mais voilà. Est-ce que Sidi Lamb en fait partie? Pas l'année dernière. Je l'avais beaucoup il y a 2 ans, mais l'an dernier, bizarrement, je l'ai pas eu tant que ça. Voire peut-être même pas du tout. Quelle déception pour moi. Ah, grave. Mais bon, ça arrive. Des fois, des joueurs, Mais d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que l'année qui s'en vient, est-ce qu'il va toujours être WR1 ou il va perdre sa place? Parce que c'était un peu tendu au niveau des deux là, non?
À la boulette. Tout à l'heure, on a dit qu'on ferait pas d'analyse. T'es en train de... T'es en train de déraper, là. Hein. Grosse erreur de... Ouais, c'est vrai, désolé. J'ai un coup de moins bien, mais désolé, je débute. Hein. Non, mais écoute, on va reposer une question à l'invité. On est là pour ça. Pierrot, nous sommes dimanche, 18h55. Le Red Zone va commencer. Est-ce que tu changes au dernier moment ton roster ou pas? Ça, c'est le truc à pas faire que je fais tout le temps. C'est horrible. Ça m'a joué des tours, mais franchement, j'ai arrêté ça. Surtout en plus en écoutant les bowlers, tu vois, moi, je fais mes line-up et puis j'aime bien leur demander juste pour confirmation, tu vois. Et la plupart du temps, bien sûr, ils vont répondre l'inverse de ce que j'ai dit. Donc, tu changes et tu te plantes. Ah, mais ça, c'est une prise de tête, mais intégrale. Donc, j'ai décidé que c'était fini. J'arrêtais de changer, genre, tu vois, à 18h57, tu vois. Mais ça fait partie des trucs où tu t'arraches ta tête, quoi. Mais tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Le mec que je mets sur le banc, mes 40 points, enfin, c'est horrible. Donc, je fais plus ça. Je me suis promis de plus faire, en tout cas. Je sais pas si je vais tenir ma promesse, mais je me suis promis de plus faire. Ouais, c'est comme les résolutions du Nouvel An. Hein. On y croit 3 jours, et puis après... Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, j'ai commencé, je m'en servais beaucoup de cet outil-là, de questionner les bowlers. Et je me rendais compte qu'à chaque fois, très souvent, on va dire 80% du temps, je le regrettais. Et pas de leur faute, c'est juste qu'il y a le mauvais œil. Je suis sûr qu'il y a un mauvais œil là-dessus, c'est sûr. Et l'année qui vient de se passer, j'ai trouvé une technique, c'est que je faisais mes choix et je posais la question de façon à ce qu'ils me répondent l'inverse de ce que je voulais entendre. Comme ça, j'étais tranquille. Par exemple, si je voulais jouer le joueur A, j'allais poser la question en fonction qu'ils me répondent le joueur B, justement pour porter le mauvais œil ailleurs, justement. Et ça a marché. Alors, c'est pas très technique, mais c'est ça le but de l'émission. Ah, c'est pas faux. Oui, ça reste que de la chance. Hein. Ouais. Il y a un peu d'analyse, évidemment, mais je trouve que de mettre trop d'importance sur une statistique, et d'ailleurs, j'aimerais vraiment en parler avec les plus spécialistes du format, parce que eux semblent beaucoup donner d'importance aux statistiques, et moi, personnellement, j'ai essayé, j'aime beaucoup les stats dans certains domaines, mais dans le domaine du sport, j'aime moins ça, j'ai moins confiance en eux, tout simplement. Ben, Pierrot, d'ailleurs, toi, quand t'as deux choix à faire, enfin, t'as un choix entre deux joueurs, qu'est-ce qui va te pousser à choisir l'un ou l'autre? C'est le feeling, les statistiques des derniers matchs, les projections sleeper, un pile ou face? Je dirais un peu tout, hein. Je dirais surtout par rapport au match-up. Je trouve que c'est quand même souvent intéressant, tu vois, si t'as des corners en face qui sont blessés, que t'as un choix à faire entre un receveur, je vais forcément prendre le receveur qui va affronter une équipe plus faible en défense et tout. Mais moi, j'ai vachement évolué par rapport à ce facteur chance, parce que quand j'ai commencé la fantasy, pour moi, je trouvais que c'était beaucoup de la chance. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, elle est forcément présente, hein, surtout quand tu joues avec des gars qui ont l'habitude de jouer. Mais je me suis rendu compte aussi que finalement, en étant actif sur les waivers, en travaillant un peu tes stratégies, en analysant plus l'adversité du match-up, bah quand même si au départ t'es pas forcément content de ta draft, t'arrives toujours peut-être à t'en sortir. En tout cas, ouais, tu vois, au début je pensais vraiment, bah en fait tu choisis tes joueurs, mais comme c'est pas toi qui joues, en fait c'est de la chance. Mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça, et c'est aussi ça que j'aime dans la fantasy. Mais ça, j'ai découvert ça un peu plus sur le long terme. Ce qui nous fait aussi aimer, avec l'expérience en fait, quoi. Moi, je pense que ce qui nous fait aimer, c'est les frustrations. C'est-à-dire que quand on draft un joueur, ah ouais, c'est terrible, et que t'as beaucoup d'espérance en lui et que ça marche pas, ou il est blessé tout de suite, par exemple, c'est ça qui fait aimer la fantasy, parce que tu te dis l'année prochaine, et puis au final, tu te rends compte que c'est jamais bien. Tiens, prends ça dans ta gueule. Est-ce que tu as des passions hors fantasy? Parce que je pense qu'on a une bonne idée de quitter niveau fantasy maintenant, mais est-ce que tu as des choses hors fantasy que tu aimes et que tu voudrais nous partager? Parce que le but, c'est qu'on te connaisse, hein, qu'on apprenne à te connaître. Écoute, je suis vraiment un gros consommateur de sport à la télé. J'adore beaucoup de sport. Je suis très fan de rugby. Je suis beaucoup moins soccer qu'avant, mais très fan de rugby.
Très fan de vélo, j'étais capable il y a encore quelques temps de mettre mes vacances en fonction des étapes du Tour de France qui passent en général pas bien loin de chez nous, mon cher Gaël. Yes. Voilà, je peux bouffer du biathlon, du golf, voilà, c'est oui, j'adore le sport. Autrement, écoute, on habite une région assez fantastique, donc j'aime bien aller au ski, j'aime beaucoup randonner. Voilà, rien d'exceptionnel, et puis surtout passer du temps avec mes copains et ma famille, ce qui reste à mon avis le plus important dans la vie. Ouais, c'est pas faux. Et alors, tu suis d'autres sports. Est-ce que, par un grand hasard, alors le rugby, je sais pas s'ils en font ou pas, est-ce que tu joues à de la fantasy sur d'autres sports que la NFL? Non, pas du tout. Je voulais presque me lancer dans la NHL, mais encore une fois, je l'ai déjà dit pendant notre interview, j'aime faire ça assez sérieusement. Et je trouve, tu vois, j'ai eu des propositions, par exemple, pour de la fantasy de NBA ou de NHL. Mais je me connais. Je pense que ça me prendrait trop de temps en fait parce que je veux pas faire n'importe quoi. Donc je me contente de la NFL et je me suis trouvé un espèce de j'y monte ma petite rythmique de mes semaines en fantasy, c'est-à-dire je sais à quel moment je dois être, je fais mes line-up et voilà, c'est ce que j'expliquais au début quoi. Et ça me va très bien comme ça, mais non, c'est pas non plus que ça prenne trop de temps parce que j'en ai pas forcément, j'en passe déjà suffisamment avec la fantasy NFL pour en passer sur d'autres sports quoi. Mais par contre, on peut très bien parier. Ça m'arrive de parier. Je suis assez joueur là-dessus pour le coup. Non, je pose la question. Après, tu sais, tu peux faire des ligues. Bon, t'as pas envie de le faire comme ça, mais on peut jouer à des ligues dans certains sports. Par exemple, le hockey. Par exemple, dans une ligue qui s'appellerait du sang, de la chic et du molar. Tu joues dans cette ligue avec Gaël comme commissionneur. Tu regardes un match de NHL dans l'année. Tu ne connais rien au hockey et pourtant tu deviens champion. Ça peut arriver. Quand je teste alors. Ouais, ça peut arriver. Bon, ça m'est arrivé l'an dernier. Non mais et on en attends. refait une cette année. Tu joues avec Nimodo aussi. Et je suis encore premier. Tu parles d'une adversité. Nimodo, c'est le chat sans poids dans Austin Powers. Mais bon. Il y avait Nimodo, mais il y avait un certain Cheese-Time. Cheese-Time Commissioner, c'est pas pareil. Il doit vous faire gagner pour que vous ayez du plaisir et que vous ayez envie de continuer. Oh là là là. Escroc. Escroc. En parlant de fantasy aussi, il y a un point qu'on n'a pas forcément abordé. Moi, les plus belles victoires, les meilleurs choix, ça m'intéresse pas. Quel serait ta plus belle défaite ou ton pire meilleur choix de draft ou de waiver ou de roster, peu importe. Le meilleur pire souvenir que tu aies. Pas de problème. Là, j'en ai un qui me a tout de suite en tête. Dynastie des Sons of Lombardy, donc c'est la dynastie des Packers. Première fois que je fais une dynastie, première draft. Et dans ma queue, j'ai Puka Nacua en dernier choix. C'est-à-dire qu'il me reste un joueur à prendre et il est là, il est dans ma queue. Et évidemment, je ne le prends pas, je prends un autre. Et je crois que j'en suis voulu mais toute ma vie. Je ne connaissais absolument pas le joueur, je crois d'ailleurs personne ne le connaissait à l'époque, quoi. Et voilà, et ça me hante encore, j'en fais des cauchemars en me disant mais c'est pas possible. Je l'avais là, j'étais prêt à le prendre. Au dernier moment, je sais pas pourquoi, je prends un autre joueur, je me rappelle plus qui. Donc voilà, ça fait partie des souvenirs qui restent. C'était sa saison rookie. Tout à fait. Oui. Et évidemment, deux semaines après, il s'est littéralement arraché sur les waivers. Hein. J'ai jamais pu l'avoir, quoi. Ah, les ballers en parlaient, hein. Les ballers en parlaient au moment des drafts, hein. Je me souviens. Tout à fait. 100% de ma faute. Non, joli choix. Talent. Propre. C'est un joueur. Un choix broken arm. Nacua, c'est un joueur que j'ai nulle part. Et j'adorerais l'avoir. Moi non plus. Mais j'ai jamais eu le guts de le prendre tôt dans la draft. Parce que souvent, j'ai remarqué, il part fin première, début de seconde. Et à ce moment-là, c'est pas vraiment le joueur que je prends. Donc, je l'ai jamais eu. Mais tu vois, cette année, moi, je l'avais pas mal ciblé. Et puis, Stafford, il a mal au dos. Les Rams, ça va pas être aussi performant que la dernière. Il y a Davante Adams qui va lui prendre un max de target. Du coup, je l'ai jamais pris. Et alors que j'aurais pu plein de fois le prendre, en fait. Ouais. Quand je refais le film de mes drafts, il y a plein de fois où il m'arrivait, même, tu vois, en début de deuxième tour, une fois, quoi. Je le prends pas. Et n'importe quoi. Enfin, bien sûr qu'il fallait le prendre, quoi. La preuve, il fait une saison de mammouth, quoi. Jusqu'au moment où on va le prendre et où il va se blesser ou alors il fera plus rien. Tout à fait.
toujours comme ça. Ça s'appelle le talent. Voilà. Et on est très talentueux dans cette émission. En tout Mais cas, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Alors, ok, tu t'arraches les cheveux, mais quand t'as mis en place toute ta stratégie, tu dis j'ai un super joueur parce que j'ai monté un trade ou que j'ai réussi à avoir le bon pic, le choper au bon moment. Et puis 3 jours après, il se pète. ouais, ça, Donc ça arrive. Regarde, il y a un jour, je sais plus si c'est dans la ligue, ça doit être dans la ligue Dynasty dans laquelle on joue tous les deux, Gaël. J'ai l'ami Lucho, il me propose un trade. Je connais pas. Et plutôt honnête, pas de reproche. Mais le joueur qui veut récupérer de mon équipe, j'ai vraiment envie de le garder parce que je suis intimement persuadé que c'est le meilleur des deux. Un tout petit peu meilleur, mais voilà. Et donc je lui dis désolé, non, je refuse. Et 48 heures plus tard, hop, out pour la saison. Je lui dis bon ben. Non mais ça c'est parce que Lucho il connaît les bonnes personnes, c'est tout. Il t'a fait payer. Ça doit être ça, ouais. Il m'a fait pareil. Moi je lui ai échangé en Superflex. Je suis allé lui chercher BTJ, des Jacks, pardon. Pour mon quarterback, pour Herbert. Et j'étais sûr que j'avais fait un bon coup. Pour le plaisir. Et voilà. Et au final, c'était pas vraiment une partie de plaisir. Donc on va voir l'année prochaine. C'est ça le côté positif, c'est que je me dis je repars. Si j'avais été en redraft, bah bon, les trades c'est plus difficile, mais voilà, c'était fini. J'aurais été hyper déçu du joueur et j'aurais plus jamais repris. Ah, mais après, l'avantage, c'est que dans cette ligue, t'as le premier pick. Ah non, merde, tu lui avais tradé. C'est dommage. Ouais, d'ailleurs, comment ça se fait? Il récupère. Alors, le gars, c'est le commissionnaire de la ligue. Je finis 6e, mais c'est moi qui ai le first pick. Comme par hasard, c'est lui qui pique. Tout va bien. Mais bon, Faut lire les règles. Mais oui, on est là pour s'amuser, hein. Petite dynastie super flex des ballers de mon côté. Mes 3 quarterbacks, Deshaun Watson, CJ Stroud, Russell Wilson. 3 fois que je finis avant-dernier. J'arrive pas à m'en remettre. Voilà, tu vois. Ouais, là, c'est dur. Là, c'est, franchement, c'est moche. On va lancer une petite cagnotte Litchi. Parce que là, ça fait mal. Là, ça pique. Là, ça pique sévère. Mais d'ailleurs, en parlant de ça. C'est dommage. J'imagine que tu as drafté CJ Stroud après sa saison rookie. Mais bien sûr, évidemment. Tu t'es dit, c'est le futur Aaron Rodgers, le futur Tom Brady, le futur Peyton Manning, quoi. Alors que pendant une demi-heure, j'hésite avec Josh Allen, tu vois. J'ai la possibilité d'avoir un des deux, quoi. Je me dis, il est jeune, il vient de faire une grosse saison, vas-y, c'est du pain béni, quoi. Et d'ailleurs, le gars qui suit, je sais pas, il est assez connu dans les fantaisies, l'ami Freedom for Elvis, fan des Bills. Je lui dis, tu vois, je te fais un cadeau de sélection de Josh Allen. Salut Raphaël. Ouais. T'as été bon. Mais c'est pas grave. C'est le jeu, encore une fois, c'est qu'un jeu. Franchement, je prends ça avec beaucoup de recul. Mais au final, sans toutes ces expériences, on serait pas là tous, hein. On serait pas en train d'en parler ce soir. Exactement. Et d'ailleurs, on parlait de Tipeee. Moi, personnellement, je voulais juste faire une petite aparté, une petite parenthèse. Mais si justement cette émission, elle naît et qu'on est tous les 3 réunis ce soir, c'est grâce aux Fantasy Ballers de mon côté. Et je pense que c'est la même chose pour vous deux. Et je voulais les remercier parce que sans eux, on n'aurait pas vraiment cet attrait. Je pense que sans l'émission, j'aurais pas autant de plaisir à jouer à la Fantasy. Et j'aimerais vous rappeler qu'ils ont un Tipeee. N'hésitez pas à donner 2-3 euros pour leur payer un petit café, mais ça va les aider. Il y a pas mal de frais pour eux à gérer, donc ça peut les aider. Et nous, ça ne nous coûte pas grand-chose, mais honnêtement, c'est ça qui les fait vivre et c'est ça qui nous permet d'avoir du plaisir. Alors n'hésitez pas, les gars. Ils font un boulot de dingue. Absolument. J'ai l'impression que le type là-bas, il me propose une partouze. Et nous, on est juste là pour meubler cette intersaison pendant qu'ils se reposent. Mais dès qu'ils seront là et qu'ils relancent des émissions, nous, on se mettra un peu en retrait, évidemment. Oui, nous, on est juste des clowns pour l'intermède. Absolument. Par contre, si vous voulez passer dans l'émission, n'hésitez pas à nous contacter, d'accord ?
Antonius, rappelle-nous ton X, s'il te plaît, ou ton compte Slipper. Slippers Antonius Extra. Pour les quelques personnes qui me connaissent, et sur Twitter, c'est Antonius 21231. Parfait. Voilà. Pour Soyez les bienvenus. Pierrot, vous pouvez le retrouver sur Slippers ou je pense que c'est pareil sur ton compte Twitter, c'est Pierrot38. C'est ça, exactement. Parfait. Et moi, je suis aussi Cheese Time. Vous pouvez me retrouver partout sur Cheese Time. Il n'y aura aucun problème. Vous me trouverez, bien évidemment. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci Pierrot pour avoir été le premier, pour t'être laissé dépuceler tranquillement. Ouais. J'ai eu beaucoup de plaisir. Plaisir partagé. Allez, à bientôt. À la semaine prochaine. Bonne fin de soirée. Salut. Bye. À bientôt tout le monde.